Bonjour à tous à cette dernière rencontre de la journée avant que ça ne redémarre demain. Donc de ces rencontres Beyrouth à Beyrouth organisées par le MUSEM conjointement avec l'association des livres comme des idées en préambule ou en préfiguration d'un festival à venir à Marseille en mai 2017 qui s'appellera Oh les beaux jours. Et vous avez bien de la chance d'avoir ce festival qui est en train de se créer. Pour ce qui concerne Beyrouth, le MUSEM a publié un journal avec des textes de tous les auteurs présents. Et je tiens à signaler qu'il est en vente à l'espace librairie qui est juste là, avec l'ensemble des livres des auteurs. Voilà pour le petit texte de présentation officielle. Le thème de la rencontre, Beyrouth, une ville au présent. Et avec moi pour en parler, 3 écrivains. Fadi Tofeli, qui est poète libanais, qui sera interprété par Georges, puisque Fadi parle arabe, et Georges va assurer la traduction, et merci beaucoup de rendre cela possible. Fadi est l'auteur de 3 recueils de poèmes, dont le dernier est publié en 2014 par Achakal Alwan, se nomme « Une trace à suivre, récit de voisinage, de villes et de lieux ». Et il y en a un texte traduit dans le journal, et c'est de ce texte-là dont nous allons parler aujourd'hui. Et il est également cofondateur et rédacteur en chef depuis 2012 d'un magazine qui s'appelle Portal 9, qui est aussi sur la table là-bas, qui est un objet éditorial absolument sublime que je vous engage à aller regarder. Portal 9, sous-titré Histoire et critique sur la ville. C'est donc un magazine sur l'urbanisme et la ville, entre autres. Également avec moi, Oliver Rohe. Oliver, vous êtes d'origine allemande par votre père et libanaise par votre mère. Vous écrivez depuis vos tout premiers livres en français. Vous êtes également membre du collectif Inculte. Votre premier roman, Défaut d'origine, est paru en 2003 chez Alia, suivi en 2005 de Terrain vague, puis d'Un peuple en petit chez Gallimard. Vous êtes également l'auteur d'une fiction biographique sur David Bowie, petit hommage à David Bowie au passage, d'un ouvrage collectif avec François Bégodeau et Arnaud Bertina, Une année en France. Vous avez participé à l'ouvrage Devenir au pluriel du roman chez Inculte et publié Ma dernière création est un piège à taupe sur Michal Kalachnikov, autour de la Kalachnikov. Et puis en 2015, accompagné de l'ami Jérôme Ferrari, vous avez publié À fendre le cœur le plus dur. Vous êtes également l'auteur de 2 articles dont nous allons un peu parler aujourd'hui. Un article dans la revue La Pensée du Midi, publié en 2007, sur Beyrouth, intitulé Une idée à abattre. Et dans la revue Feuilleton en avril 2014, qui est un carnet de retour au Liban natal. Et nous allons en parler puisque ce sont vos textes sur le Beyrouth présent. Et nous parlerons du Beyrouth passé avec les romans. Et aussi, à signaler, vous avez écrit un texte pour le catalogue de l'expo Jean Genet, qui est juste dans le bâtiment, là, qui est un très beau texte également. Et au milieu, Pierre Parlant. Alors Pierre, vous êtes agrégé de philosophie, poète, écrivain. Vous avez publié dernièrement Les courtes habitudes, Nietzsche à Nice aux éditions Nous, Exposé l'inobservable aux éditions Contre-Pied, Ciel déposé chez Fidèle Mantelme X. Vous écrivez également des articles sur des écrivains contemporains comme Pascal Quignard ou Jean-Marie Glaise, et sur le travail de certains peintres aussi, photographes, plasticiens. Vous êtes un collaborateur régulier du CCP, le cahier de critique de poésie, publié par le Centre international de poésie de Marseille, et Centre international de poésie de Marseille, qui est à l'initiative de votre résidence à Beyrouth, avec le soutien de l'Université de Rennes 2 et surtout de la Maison internationale des écrivains du Liban. Et vous êtes parti en résidence d'écriture à Beyrouth au printemps 2015 pour 4 heures et 40 jours à Beyrouth. Petit hommage à Genet encore au passage. Et le résultat de cette résidence est là, un texte qui s'appelle Quarantina,
et qui est publié par le Centre international de poésie de Marseille. Et qui, je crois, est en train d'être traduit en arabe, car il va être publié au Liban, et ça, vous en êtes très heureux, il me semble. On va tout de suite entendre un montage de Karantina, lu par le comédien Serge Renko, qui nous rejoint sur scène, qui lira également tout à l'heure un extrait de Défaut d'origine d'Oliver Rohe. Il n'y aura pas de lecture d'extrait du texte de Fadi Tofeli, puisque demain, à midi, il y a une rencontre autour de Fadi Tofeli qui s'appelle Une trace à suivre. Et c'est la comédienne Darena Al-Joundi qui lira l'intégralité du texte, et en arabe et en français. Donc je vous recommande d'être là demain pour écouter le texte. Serge, c'est à vous. Deux convictions immédiates. La première, quelles que soient les sirènes, il me faudra tout faire pour éviter de me retrouver assigné à résidence, surtout dans un nom, a fortiori celui d'une ville, où je sais désormais qu'elle s'y déclenche et hurle jour et nuit, parfois même en silence, comme en surimpression, sur le balcon du rêve pour un oui, pour un non, convoquant aujourd'hui l'opérette, après-demain le drame, de souvenance comme d'urgence. La seconde, avant même que j'y pose le pied, gorge nouée, le nom de cette ville condense déjà en moi l'effet robe de nuit d'un futur antérieur. Corps ramassé ce matin, rassuré. J'ai dormi à l'endroit, ma tête en guise de résultat, si bien que le soleil est là, fixé aux doubles faces sur un fond délayé. La tourterelle au rendez-vous, posée sur la rambarde, ravie de faire valoir son équipement de série, sa rousseur, sa finesse levantine, son roucoulement d'adolescente nullement refaite. Vérité funambule de l'oiseau s'approchant sans bande-son sur ses pattes légères. Rassuré, car à présent je sais que cette ville m'échappe et qu'il le faut pour éprouver son rayonnement, son système d'aspiration, de report, pour ressentir ses effets de seuil, d'excitation, de franchissement, de deuil rentré, ses élans d'allégresse, sa folie mécanique, pour être témoin de la mise au jour comme du coffrage du jour lui-même sur le chantier plastique de ce qui lui arrive de l'intérieur ou depuis les confins tellement proches, toujours à flux tendu. Je sais en outre que je ne suis pas seul dans mon cas. Nous en sommes tous là, tourterelles y compris. Et c'est pourquoi il m'est loisible d'y habiter provisoirement, de m'y sentir vivant encore, éprouvant ma rythmique encore, d'en occuper la portion finie de l'espace et du temps, d'y vivre en somme une quarantaine durant laquelle je me laisserai transir par des affects et altéré par le mixage d'une langue que je ne comprends pas, ne parle pas, écoute de toutes mes forces avec une autre que j'héberge à plein temps et qui sous-traite mon devenir. Tout ça, je l'ai saisi hier soir lorsque, dépliant sur la table de verre le plan, m'a sauté au visage combien cette feuille de papier colorée, imprimée, quel que soit par ailleurs son format, son scrupule symbolique, pour ne rien dire de ses légendes, ne pouvait nullement coïncider avec ce réel qu'elle impliquait pourtant et auquel le battement des deux syllabes, leur puits secret, araméen, autour de quoi il me faudra tourner souvent pour pouvoir l'approcher au point de le faire mien, le nom de Beyrouth prête une contenance. Lorsqu'une ville est saturée de fiction, comme c'est le cas ici à Beyrouth, lorsqu'elle se soutient elle-même d'une fiction complexe, les 1001 pierres, 1001 fois retournées dans le fossé de la croyance, d'une fiction vérace qu'elle subit mais compose, aménage, garantit et expose en même temps qu'elle diffuse, conteste, défait puis recommence, hystérique, méthodique, érotique. Pénélope, tout vient au jour, comme accordé à l'unique tempo d'une fabulation sans fin, productrice d'une réalité complexe,
dont les magasiniers locaux surveillent le réassort et la distribution, au point que l'environnement pratique de ce lieu se convertit depuis des décennies, sans qu'on trouve à redire, en un authentique drive-in pour cinéastes et romanciers. Si bien qu'on monte dans la voiture, soupière, pardon. Si bien qu'on monte dans la voiture, portière, soupir. Qu'on file sur une double voie, vite, de celles qui scarifient sans besoin d'y toucher le corps et l'âme de ceux qui vivent encore. Conscience steadicam aussitôt, zone à couvrir en un seul mouvement d'appareil. La phrase peine, l'occupation du sol ruine l'idée, pas de loi synthétique, déplacement reconduit, circonférence partout, centre introuvable, la rhétorique seule du proche en proche. Cousinage d'anxiété, pour gagner toujours plus. Espace, temps, monnaie. L'image en prend forcément un coup, notamment à l'oral, car comment faire alors pour glisser souplement de l'évocation d'une ville à celle d'une ville? Voué à foirer, non? À preuve, tous ces buissons niés de n'avoir pas su pousser, ou ce tronçon de pont inachevé, logoré, suspendu, aperçu en sortant d'un restaurant d'Achrafieh, après avoir, manchon de gaucherie, coude sur percale, péroré, entre fatouche, tabal, kébé, pita et vin de la Béka, sur le ton poétique. À l'heure du dîner, autour de la table, rien que des hommes. Ça va? Oui, ça va. Vous aimez le Liban? Oui, je l'aime. Vous aimez la cuisine libanaise? Oui, beaucoup. Vous reviendrez à Beyrouth? Oui, sûrement. Un temps. Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire l'autre soir par nostalgie anticipée? Un temps. Vous savez, je ne l'ai pas dit. Je n'ai fait que le taire. Admettons. Notez bien cependant qu'on va quitter dans 5 minutes le flux des véhicules et interrompre la conversation. En attendant, reprenez du houmous, c'est le meilleur de Beyrouth. On est presque arrivé. Le 16 septembre 1982 eurent lieu les massacres commis par les milices libanaises avec la complicité de l'armée israélienne qui venait d'envahir le pays. Le 19 septembre, guidé par Leila Shahid, Jean Genet est le premier Européen à se rendre dans le camp de Shatila. Il écrit peu de temps après, 4 heures à Shatila, texte qui sera publié en janvier 1983 dans la revue d'études palestinienne. Avant de quitter le studio, œillade au Cyrus, puis relecture. Coup de crayon double hier soir dans la marge en face de ces lignes. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond? Constat. Recommencer que de l'amour au droit chez Genet, la conséquence est non seulement bonne, mais toujours nécessaire. Autrement dit, pour lui, la politique ne vaut rien à moins d'être sensible au cœur. Saint-Genet, janséniste. De mon côté, du simple fait d'être là, de suivre avec application ces chicanes qui sont de réclusion autant que d'abandon, je ne sais plus très bien où nous en sommes, mon cœur et moi. Dénuement ou colère, espoir ou abattement. Sont-ce, à vrai dire, les mêmes mots qui séparent l'existence de ceux qu'elle peut ou qui savent la tirer d'affaire? 3 heures en tout cas que nous marchons sans aller nulle part. Et n'était la moiteur, le temps d'ici semble aussi sec qu'un pain rond, aussi dur et revêche qu'un noyau de dattes trop longuement sucé.
Alors que je m'efface devant une vieille femme accompagnée d'une fillette rousse, toutes deux pressées, d'un salon de coiffure pour hommes, obscur, exigu, s'échappe une brume de girofle qui disperse à l'air libre la mémoire complexe du coupe-chou, du flacon, du miroir, du regard et du talc. Des Palestiniens vivent ici. Gravats, parpaings, briques, guenilles multicolores et sales. Les mots ne sont pas les choses, c'est entendu, n'empêche, les référents d'une phrase écrite il y a 33 ans demeurent tels quels. Je peux le certifier, même si en ce matin d'avril 2015, une patience locale semble en adoucir la contingence via une présence inattendue. Celle d'un cheval, au licol décoré de pompons, rouge, vert, blanc, noir, attelé à une carriole chargée de mortiers jaunes et gras. Sabots plantés, réflexes, main du maître sur l'encolure, le cheval vieux, chagrin héréditaire de portefaix, ne bronche pas, ne revendique rien. Journal plié en guise de casquette, couteau sous la maxime que dicte sa volonté, un jeune manœuvre hisse des seaux noirs garnis jusqu'à la gueule sur un tréteau branlant. Sourire gâté, dents ébréchées. De la main je le salue, fraternel postulat. Il me répond. C'est QFD. Le mortier bave, effluve d'agrumes et de beignets, poing dans la poche, benne imprimée, il est midi passé. Il faut persévérer dans l'être. Tout à l'heure, lorsque nous aurons quitté le camp, retrouvé le bord de la mer, il se peut qu'Antoine et moi commandions sans même nous concerter une assiette de foule. Il n'est pas exclu que nous la mangions lentement en regardant le large depuis le raouché. Il est probable que nous trouvions quasiment somptueux ce plat plus que modeste. Sans que je sache où il me mène pour le moment, chacun de mes pas, tout en me portant dans ce labyrinthe, actualise une théorie de mots empressés, mots de Jeunet, encore une fois, qui défilent, liserés jaune d'or dans mon crâne. Je les entends, conscient de n'avoir aucune raison précise de me trouver sur ce terrain vague, enclavé où errent des poules aux yeux bandés, calicot rouge bâillant entre deux piquets. Recueilli à présent devant une dalle dont je suis de surcroît incapable de lire l'inscription. Nulle raison donc, sauf celle justement qui me fait actualiser ces mots. Impossible de fermer l'œil cette nuit, il fallait s'y attendre. À peine habillé, je suis sorti sur le balcon pour délayer un fond d'encre dans un peu de café blanc. L'effet défigurant de l'éclairage urbain sur l'allure du quartier m'a étonné une fois de plus, après quoi j'ai décidé d'envoyer un mail à une femme dont je ne savais rien et qui, de son côté, ignorait jusqu'à mon existence. Rite institué depuis mon arrivée. Par conjuration d'abandon réciproque, je lui donnai rendez-vous ici, à Beyrouth. Quand et si elle le souhaitait, en précisant qu'il lui faudrait bien réfléchir avant de me répondre, et le cas échéant se montrer très attentive, surtout au moment de l'enregistrement et de la demande de visa, car il ne s'agirait pas alors de prononcer le nom seul d'une ville bien trop serrée, trop allusif, trop déboîtée pour elle, mais celui d'un souffrir et d'un jouir, chauffé à blanc, peut-être comme jamais dans l'histoire des humains. Je n'ai pas relu le message. J'ai cliqué sur la touche « Envoyer » et je me suis endormi. Merci beaucoup, Serge. C'était superbe. Pierre, juste avant de vous donner la parole, en fait, je voudrais demander à Fadi et à Oliver de réagir sur quelques mots qu'on a entendus au début de votre texte, notamment sur cette notion de ville qui échappe du plan, dont le plan ne peut nullement coïncider avec le réel qu'elle implique. Vous avez, vous, alors que c'est votre ville d'origine, parfois l'impression que cette ville vous échappe aussi,
Fadi. واللي ساكنين بالمدينة عم يهربوا منها. Et les habitants de la ville aussi fuient cette ville, échappent à cette ville. في كأنه شعور متبادل بين المدينة وسكانها يعني. Il y a un sentiment partagé entre la ville et ses habitants, ce sentiment de fuite. عم يخلق نوع من المدينة عم تحسس اللي ساكنين فيها إنه يمكن ما تكون إلهم. La ville donne l'impression à ses habitants comme si elle n'était pas à eux. والسكان عم بيعطوها نفس Et les habitants lui donnent aussi à peu près le même sentiment. فكأنه في دايما من سنوات كأنه في حرب خفية بين المدينة وسكانها. Comme s'il y a une guerre secrète entre la ville et ses habitants. Oliver, j'évoquais vos deux articles tout à l'heure, et celui de 2007. Vous aviez l'air assez en colère contre Beyrouth. C'est quand elle vous échappe ou c'est quand elle vous rattrape que vous êtes en colère contre elle ? Je ne sais pas si j'ai une relation avec elle qui serait de l'ordre de la persécution ou de la fuite, puisqu'elle est constamment là. Donc, ce qui change, c'est mes dispositions d'humeur presque et de pensée à son égard. Et évidemment, à chaque fois que j'y retourne, ces pensées sont réactualisées au contact du Beyrouth au présent, qui change en permanence. Donc il y a une espèce d'impossibilité chronique, intrinsèque à pouvoir être sur la même temporalité que cette ville. D'une part parce qu'elle est profuse, on ne peut pas la corseter, quoi, c'est impossible. Et parce que moi je suis loin et donc je me fabrique mes propres représentations, je les mets à jour et ainsi de suite. Donc je ne peux pas m'insérer dans une espèce de torrent, c'est impossible. Une ville mouvante ? Oui. Pierre, vous n'étiez jamais allé à Beyrouth avant ? Non, c'était effectivement la première fois que je m'y suis trouvé à l'occasion de cette résidence, il y a quasiment un an, jour pour jour, oui, c'est ça. Je suis arrivé fin mars et j'en suis parti le 10 mai. Et donc votre ressenti de cette ville que vous découvriez pour la première fois, avec ce sentiment non d'être en résidence, mais d'être assigné à résidence, vous nous expliquez un peu ce sentiment-là ? Être en résidence, c'est une formule d'usage dans le monde littéraire. Ça signifie qu'on se retrouve, qu'on a la chance de se retrouver quelque part, qui n'est pas chez soi, pour accomplir un travail de création. Et de ce point de vue-là, aller à Beyrouth, ça obéissait au principe d'être en résidence. À ceci près que être en résidence dans une ville comme Beyrouth, c'était, avant d'y aller, pendant que j'y étais et en étant revenu, interroger l'idée même de résidence. Les habitants de Beyrouth eux-mêmes, Fadi vient de le dire à l'instant, sont dans une situation de résidence critique par rapport à leur propre ville. Si bien que moi, je ne pouvais que vivre cette situation critique, d'autant plus vivement. Et puis, il y a peut-être une autre chose aussi. Alors, lorsqu'il est indiqué que j'avais une crainte qui était celle d'être assigné à résidence, je voulais dire être assigné à résidence par le nom de Beyrouth, qui, sauf erreur d'ailleurs, est un nom effectivement qui dérive de l'araméen où il est question d'un puits, donc de quelque chose de profond et de quasiment insondable, d'obscur, peut-être d'inquiétant, mais aussi
un point d'eau pour la vie. Donc être assigné à résidence dans un nom, ça voulait dire éventuellement me retrouver dans une situation où j'allais passer 40 jours à ne pas voir et à ne pas éprouver ce que Beyrouth pouvait éventuellement me faire voir ou éprouver, mais à être empêché par l'ensemble des représentations que ce nom charrie. L'ensemble des signifiants, l'ensemble des symboles, dont on parle depuis 2 jours d'ailleurs. Hein. La guerre, mais pas seulement la guerre, des noms propres, des noms de personnes, des noms de quartiers, qui étaient une espèce d'encombrement hein, dans ma mémoire, qui étaient aussi des repères fantasmatiques. Sharif parlait tout à l'heure de l'imaginaire à propos de Beyrouth. Il y a un imaginaire vertueux qui est celui qui permet de penser le réel dans des termes qui ne sont pas simplement le possible immédiat, mais des possibles éventuels. Et puis il y a un imaginaire qui n'est pas vertueux, qui est celui qui vient à poser comme une grille et qui empêche de voir. Donc une des tâches qui a été la mienne, c'était de me purger, de me séparer de toutes ces affaires-là. Alors ça s'est passé très vite, parce que je ne parle pas arabe, parce que donc je ne comprends rien à ce qui se passe, parce que je ne lis pas cette langue, parce qu'il se trouve aussi que j'y allais avec une excitation un peu fétichiste, mais qui était forte. C'est que ce sont les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet, les premiers alphabets, que cet alphabet, on peut en voir une bribe sur une dalle qui se trouve au musée de Beyrouth, qui avait donc l'idée que quelque chose avait commencé là. Et que c'était une manière pour moi de m'indiquer qu'il fallait aussi commencer. Et la notion, on l'a entendu, de nostalgie anticipée que j'aime beaucoup, c'était le fait qu'il fallait abandonner cet imaginaire qui rendait cette nostalgie-là, ou le fait de savoir que c'était borné dans le temps. Nostalgie anticipée, c'est quelque chose que j'ai risqué, comme on le fait après un repas ou pendant un repas. Enfin, je veux dire, des formules qui ne sont pas forcément très réfléchies. Hein. Elles sont intuitives. Et effectivement, on m'a demandé après coup, et c'est ça qui était indiqué tout à l'heure dans la lecture, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? C'est une espèce de paradoxe invraisemblable. On ne peut pas anticiper une nostalgie. Et il m'a semblé pourtant que, enfin, c'est l'expérience qui m'a permis de créditer ça. Il m'a semblé que, effectivement, le Liban est un pays d'une nostalgie anticipée. Alors, si je devais expliciter ce que je veux dire, je le ferais volontiers à la lumière de ce que Sharif Majdalani a dit tout à l'heure dans la rencontre qui a précédé. Ça m'a beaucoup touché. Cette affaire lorsqu'il critique l'orientalisme, mais lorsque dans le même temps, il dit aussi qu'il y a un rêve d'Orient chez les Libanais, et que ce rêve d'Orient, c'est le rêve d'un passé. On ne peut pas ne pas penser que Orient, le mot Orient, ça signifie là où tout commence, c'est le pays du soleil levant, l'Orient, l'extrême-Orient, et le Moyen-Orient, c'est le pays ce sont les pays dans lesquels on se tourne vers ces commencements. Et il m'a semblé que Beyrouth, dans cette espèce de répétition des commencements, quelque chose commence, puis se détruit, et puis on recommence, et puis ça se détruit à nouveau. Et puis il y a une espèce de compulsion comme ça du commencement. Il m'a semblé que l'enthousiasme de commencer ne pouvait pas ne pas être habité aussi par une espèce de tristesse à l'idée qu'il fallait avoir à recommencer infiniment. Et quand on voit la ville, on voit bien ça, toutes ces strates, toutes ces maisons qui ont été construites, détruites, reconstruites, redétruites, et puis aujourd'hui le massacre bétonné de la ville. Ce sont des recommencements infinis. Vous avez dit, quand on voit la ville, j'ai le sentiment, à vous lire tous les trois, que vous avez énormément sillonné cette ville, et notamment à pied. Et Oliver, je crois que c'est dans l'article de Feuilleton où vous dites que marcher dans Beyrouth, c'est une aberration pour les Beyrouthins, dont le moyen de circulation est l'automobile. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce texte qui, je crois, relate votre retour à Beyrouth, alors que ça faisait quand même un bon nombre d'années que vous n'y étiez pas allé. Et là, vous y étiez allé plusieurs fois de suite. Et vous nous parlez un petit peu de ce texte-là?
En fait, le texte triche un peu sur la temporalité, c'est qu'il cumule 3 séjours successifs entre 2012 et 2014. Et à chaque fois, j'ai passé 1 mois à Beyrouth. Évidemment, les 3 étés avaient chaque été avait une espèce de réserve d'événements très différentes. 2012, c'était le début du débordement de la guerre syrienne au Liban. 2013, c'est une aggravation avec des attentats sur place, etc. 2014, c'était moins violent, mais quand même, il y avait les débuts des incursions de l'État islamique à la frontière syrienne. Donc, évidemment, il y avait des différences entre eux, mais comment dire, c'était en fait, tout à l'heure, encore une fois, Sharif a beaucoup parlé d'Ulysse et de la question du retour. C'était clairement pour moi une question du retour, mais peut-être qu'à la différence de ce qui se passe chez Homère, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un défaut de reconnaissance du pays que j'ai quitté, mais au contraire une totale adéquation entre ce que j'ai quitté et ce que je voyais au présent. Donc même si la ville était transfigurée, enlaidie par les proliférations du béton, qui sont une autre forme de destruction quand même, j'avais l'impression que passer cette surface de transformation, la couche, en fait, tous les affects que ça suscitait en moi étaient rigoureusement les mêmes que pendant la guerre. Vous parlez effectivement, l'un comme l'autre, énormément du béton. Oliver, vous parlez de l'ensauvagement du paysage par le béton. Pierre, vous parlez d'un incohérent paravent de béton qui permet aux nantis de signifier leur puissance spectrale. Oliver, dans le texte, vous parlez d'odeur aussi, plutôt nauséabonde. On sent que la végétation a du mal à se refaire une place, ou alors sous forme de ficus bien coupés, bien taillés dans des pots. Et puis on entend beaucoup les bruits aussi dans vos textes. Une ville de bruit, de beaucoup de voitures, d'artères embouteillées. Fadi Tofeili, j'imagine que la revue Portal 9, qui est une revue sur le milieu urbain et sur l'interaction entre l'homme et le milieu urbain, qui a été lancée d'ailleurs par une compagnie libanaise pour le développement et la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, qui s'appelle Solidéré. Que cette interaction de l'homme et le milieu urbain, c'est aussi une idée, l'idée d'explorer les transformations que vit Beyrouth, avec effectivement ce béton, cette reconstruction, mais pas que Beyrouth, que vivent les villes en général, et notamment les villes du Moyen-Orient et les villes du monde entier. C'est ça l'idée de Portal 9. هو صح. هو يعني هالمجلة هي مكان حتى نفكر بهالظواهر المدنية والعمرانية، وحتى نخلط وسائل التعبير والتفكير فيها إن كانت إبداعية أو بحثية أو تاريخية. Oui, donc cette revue, c'est un lieu de réflexion sur la question d'urbanité, l'interaction, la relation entre les gens qui habitent un lieu, et aussi mélanger avec tout ce qui, à la fois tout ce qui est académique dans la revue avec tout ce qui est création artistique. لأنه بعتقد بهالزمن صار صعب نفكر بشيء ضمن مجال واحد بس بالإنتاج البحثي. يعني صار لازم بعتقد إنه تنفتح طرق التفكير والتناول على بعضها يعني. Car il me semble que maintenant, il est très difficile de parler
d'une matière ou d'une chose dans son discipline à part, clôturée. Il faut, je pense, ouvrir à d'autres champs. Il y aura interdisciplinarité entre les champs pour que cela apparaisse de manière plus claire. مشان هيك بهالمجلة بنحاول دائما مثلا إذا حتى عملنا حوار مع معماري مثلا يكون عم يعمل هالحوار معه مثلا روائي أو شاعر. C'est pour ça, lorsque, par exemple, on interviewe un architecte dans cette revue, on essaye que la personne qui lui pose la question, qui fait l'interview avec lui, qui soit par exemple un romancier. وكمان منشان هيك بننشر قصة قصيرة أو فصول روائية ومذكرات وأرشيف حد أبحاث العلاقة بالتاريخ وبالتحليل المعماري أو المديني. C'est pour ça qu'on publie en même temps, dans le même numéro, à la fois des recherches académiques et aussi des archives, des écrits de mémoire, des textes, des nouvelles, des bouts de romans, pour que que tout cela se mélange ensemble. J'ai lu quelque part, alors j'espère que ma mémoire est bonne, que effectivement dans les gens qui participaient à la revue, il y avait des urbanistes, des architectes, des photographes, des romanciers. Mais j'ai cru lire qu'il y avait aussi des chauffeurs de taxi. طبعا وهذا شوفير تاكسي كمان هو روائي كتب رواية. Oui, donc c'était un chauffeur de taxi qui a écrit un roman en fait. وعنده رواية منشورة بكتاب وأنا برأيي من الأشياء اللي كتير مهمة انكتبت عن بيروت. Et il a un roman publié et il est très important et pour moi c'est une des choses les plus importantes qui ont été écrites sur Beyrouth. وهو كمان عنده هو من عائلة بيروتية وبيهتم كتير عنده وثائق من عائلته صور ومذكرات وسندات ملكية بتعود للقرن التاسع عشر. Et donc il vient d'une famille de Beyrouth qui est installée à Beyrouth depuis longtemps, donc il a beaucoup d'archives, des photos, d'actes de propriété qui datent du 19e siècle. Sur l'urbanisation du centre-ville de Beyrouth, la reconstruction, il me semble que la place des Martyrs, tout s'est un peu arrêté pour le moment. Vous, Oliver, je crois que dans l'article de Feuilleton, vous parlez de la tour Mur, qui n'a jamais été terminée. C'est toujours comme ça aujourd'hui. Il y a des choses, des projets qui commencent et qui s'arrêtent d'un coup. Et هي بعتقد شيء اللي صار ببيروت واللي كتير كان له أثر على حياتها كمدينة هو لما انضرب وتدمر الوسط تبعها. Ce qui s'est passé à Beyrouth et ce qui était essentiel dans son histoire, très important, c'est que lorsque son cœur, le cœur de la ville a été frappé. ووقت اللي تدمر هالوسط خلال الحرب من 1975 لل 90 بيروت صارت تخلق فيها تعويضا المناطق الثانية ببيروت تخلق أوساط صغيرة مراكز تجارية ومراكز للنقل صغيرة ولا مركزية لتعوض غياب الوسط. Et après que ce centre a été détruit, donc les autres quartiers de Beyrouth, ils ont chacun a essayé de construire son propre centre avec son propre centre de transport, son propre centralité, et ça fait une sorte de décentralisation de la ville même. فصارت كأنه مدينة مؤلفة من مدن كتير صغيرة وضيع منتشرة بكل مساحتها. Ça a fait que comme c'était une ville composée de plus petites villes ou des petits villages, chacun à son propre centre. واحيانا هالمراكز الصغيره المنتشره بالمناطق كانت تخلي الناس ما يتجولوا بكل
المدينة يكتفوا بالحي والمربع تبعهم. Et parfois, ces petits centres faisaient que les gens ne sortaient pas de leur petit périmètre. Ils restaient dans leur quartier parce qu'il y avait tout ce qu'ils voulaient et c'était ici leur ville. فخلقت مدينة كأنه معودة أو السكان تعودوا فيها أنه ما ضروري يتفاعلوا بمكان عام. Donc ça a fait une ville où les gens, ils n'avaient pas aucune nécessité, où il n'y avait pas le sentiment des raisons pour aller ailleurs. Donc tout a été sur place. فخلقت نوع جديد من الحياة المدنية المبنية على المساحة الصغيرة والأنانية كمان. Ça a créé une nouvelle sorte de citadinité et aussi d'égoïsme chez les habitants. يعني احيانا كانت خلال المشاكل اللي تمرق على المدينه يكون في مشاكل مثلا بحي بشرق بيروت والحياه الطبيعيه كانت عم بتقوم بمنطقه منا كثير بعيده عنا بس ما في شيء عندهم. Donc lorsqu'il y a eu des problèmes à Beyrouth, quel que soit, imaginons que c'est à l'est de Beyrouth, donc juste à côté, à Beyrouth Ouest ou dans un quartier tout proche, la vie continue comme si rien n'était. Donc c'est deux mondes complètement séparés. Vous l'avez senti, vous, cette séparation-là, Pierre ? La séparation de la ville en unité, oui. Oui, c'est très sensible. Il y a deux choses peut-être. Il y a effectivement ce qu'on sent, ou trois choses en réalité. Il y a ce qu'on sent, et effectivement on sent que quelque chose se passe ici et que très, très proche de là, au fond tout le monde est indifférent, mais c'est peut-être propre à Beyrouth, c'est peut-être propre au fond au monde qui est le nôtre. Après il y a aussi des démarcations qui sont invisibles. C'est une ville atomisée, hein, c'est une unité impossible, c'est une multiplicité qui est quasiment impossible à synthétiser. Mais quelquefois on franchit des seuils invisibles, c'est comme si on passait d'une maison à une autre, sauf que c'est la même maison. Comme si on passait d'une pièce à l'autre, sauf qu'il n'y a pas de cloison. Si ce n'est peut-être dans les esprits, ça c'est possible. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, alors du coup, ça fait penser, ce dont je parle là, c'est ce qu'on éprouve, mais ce qu'on éprouve, pour que ça soit un peu consistant, il faut essayer de le penser, et puis après, on éprouve d'autres choses, ça n'arrête pas. Ce que ça fait penser, c'est que Beyrouth et le Liban en général, Beyrouth en particulier, m'ont donné le sentiment que les questions les plus décisives, notamment sur le champ politique, mais on pourrait relire Platon, on retrouverait ces questions-là. Comment faire de l'un avec du multiple, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'un peuple existe ? La question du peuple, qui est très mal posée chez nous et à laquelle il est répondu de manière obscène, vulgaire ou violente en ce moment, mais il n'en demeure pas moins que c'est une vraie question et que quand on est à Beyrouth ou quand on est au Liban, on voit bien que la question du peuple, ou de qu'est-ce que c'est qu'un peuple, c'est quelque chose qui appelle des réponses très compliquées. Moi, ce qui m'apparaissait comme réponse possible, c'était que peut-être ce que j'en sais, c'est-à-dire très peu, 40 jours, c'était peut-être qu'un peuple se définissait moins, en tout cas pour ce qui concerne le Liban, se définissait moins peut-être par une appartenance, une croyance commune, une langue commune, que par une passion commune. Il n'est pas exclu que les peuples, au fond, les peuples qui forment l'unité de ce qu'on appelle l'humanité sur une planète dans un temps fini, mais enfin qui dure longtemps, il n'est pas impossible que les peuples soient reconnaissables à travers les passions qui sont les leurs. Et la passion du Liban, qui est une passion qu'on sent très fort, c'est une espèce d'incroyable vitalité mélancolique. C'est une passion du commencement et des recommencements, comme je le disais tout à l'heure, qui explique et l'exil et le besoin de retour, qui explique les césures, les fractures, il me semble. Pour finir avec l'urbanisation, peut-être à outrance. J'ai juste un petit complément à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le centre-ville a été immédiatement attaqué au début de la guerre, il y avait évidemment des motifs
de saccage basique, mais c'est surtout ce qui a été attaqué, c'est les points de contact et de mélange. C'est-à-dire l'origine, le processus de guerrier pendant la guerre et jusqu'à aujourd'hui est un processus d'homogénéisation complète des communautés en fait. L'ennemi, c'est le brassage, c'est le contact, le mélange, etc. Donc tant qu'un territoire n'est pas encore complètement homogénéisé, on va tout faire pour expulser ceux qui représentent oui, complètement. C'est un fantasme complètement de pureté, mais c'est pas un fantasme de pureté, j'allais dire, offensif. C'est plutôt parce que toutes les minorités de la région ont été constamment envahies, asservies, etc. Donc, elles vivent toutes dans une mentalité d'assiégés. Donc, il y a une peur constante existentielle. Donc tout ce qui est considéré comme étranger ou exogène à cette communauté est une forme de menace dont il faut se débarrasser. Donc c'est pour ça que la ville compte plusieurs unités comme ça extrêmement homogènes. Il faut rajouter à ça aussi que le pays s'est construit concrètement. Je veux dire, la construction des immeubles, des centres, c'est calqué sur les mouvements de déplacement de population, c'est-à-dire par les batailles. C'est-à-dire les gens qui habitaient les villages du sud, qui ont été obligés de remonter vers la banlieue, et là ils se sont stabilisés. Ensuite, d'autres ils ont dû fuir plus loin, et ainsi de suite. Et parfois, par exemple, les 2 dernières années de la guerre, les chrétiens qui avaient fui le Beyrouth-Ouest sont revenus à Beyrouth-Ouest, en fait. Donc il y avait constamment des mouvements de population, et donc l'urbanisation du pays suivait ces mouvements-là, quoi. D'ailleurs, Fadi Dofeli, dans une trace à suivre, vous décrivez quelques quartiers beyrouthins, vous en faites des portraits, presque d'ailleurs comme s'ils étaient des personnes humaines. Les lieux de la ville comme des personnages autonomes. C'est presque un travail anthropologique, non? Vous avez fait là... Je parlais tout à l'heure d'interaction entre l'homme et le milieu urbain, mais ça se retrouve aussi dans ces textes-là. صح. دايما كان علاقتي مع الكتابة أصلا بلشت من التفكير بالمحيط العمراني وبالأبنية لأني بداية أنا درست الهندسة. Ma relation avec l'écriture a commencé avec le milieu urbain parce qu'au départ j'avais fait des études d'ingénieur, génie civil ou d'architecture et c'est que là j'ai commencé à écrire, donc c'était autour du milieu urbain. فكان العلاقة الأولى بالكتابة هي كتابات نقدية أو مراجعات عن بنايات كانت عم تبلش تخلق بمطلع التسعينات. Donc, mes premiers écrits, c'était c'était un regard critique ou relecture de ce qui se passe au début des années 90, autour de tous ces tours des bâtiments qui commençaient à monter au début des années 90. كان في شيء مع هالأبنية عم يجي على بيروت كثير غرائبة يعني كان إن كان بالحجم أو بالنوع السكان أو بالمادة العمار أو حتى بأسماء البنايات. Il y avait quelque chose d'étrange ou d'étranger, en tout cas dans ce qui arrivait avec ces bâtiments, qu'ils soient dans la matière de construction, dans les noms qu'on donnait autour, dans les habitants qui habitaient ces tours, et tout ça, c'était étrange à Beyrouth. واحدة من أول البنايات اللي كتبت عنها كان اسمها بناية الأحلام. Les premiers immeubles sur lesquels j'ai écrit, il s'appelait l'immeuble des rêves. برج ضخم كتير وعالي وقاسي وسكر جزء من واجهة بيروت البحرية بس اسمه بناية الأحلام. Donc le premier immeuble sur lequel j'ai écrit, donc le tour des rêves, donc c'était un tour géant et qui fermait une partie de la façade maritime de Beyrouth, mais il s'appelait quand même le tour des rêves.
وحاولت أعمل مقابلة مع المستثمر يعني اللي كان عم بيعمر هالمشاريع رفض قاطع إنه ما بقبلني. Et j'ai essayé d'interviewer l'entrepreneur qui est responsable de ce bâtiment, donc qui a refusé catégoriquement de me rencontrer. فبلشت اكتب عنها انطلاقا من شو عم شوف فيها وكيف عم بمشي حدها وشو عملت بالمكان اللي طلعت فيه والناس اللي حواليها كيف عم يتفاعلوا معها. Alors j'ai commencé à écrire à partir de ce qu'elles m'ont renvoyé comme image, de ce que je voyais autour d'elles, comment les gens autour de ce bâtiment rentraient en contact avec ce bâtiment, et de tous ces éléments, je commençais à écrire. وكتبت عنها اشياء مختلفه يعني كتبت عنها مقال بملحق ثقافي وادبي بجريده النهار ورجعت كمان كتبت عنها بكتاب شعر طلعته. Et j'ai écrit des choses très différentes autour de cet immeuble. Donc j'ai écrit une fois dans le supplément culture du journal An-Nahar, et aussi j'ai écrit de la poésie autour de ce même immeuble. فكانت كأنه موضوع لاختباري بالنسبة لي يعني شيء عم وصل على المدينة وعم بشكل مجال لاختبر فيه الأفكار والكتابة والعلاقة البصرية مع المدينة. C'est devenu une tour de rêve en fait. صارت أحلام يعني. إيه تمام. Donc, il est devenu donc une tour de rêve, oui. Et donc, tout ce rapport. فكأنه تحولت لموضوع اختباري بالنسبة لي للغة وللأفكار وللعمارة وللمدينة. Donc c'est devenu comme un champ de recherche à part entière au niveau du langage, au niveau de l'urbanisme, au niveau de tout ce qui se passait dans la ville devenait dans ce tour de rêve, ça devenait un champ de recherche. Oliver, dans l'article de Feuilleton, vous parlez de mégalomanie des centres commerciaux. C'est un peu, ça rejoint pas mal ça. On va parler un peu de vos premiers romans et notamment de Défaut d'origine, où même si Beyrouth n'est pas nommé, votre narrateur est originaire de Beyrouth et y retourne après 10 ans. Et le livre se passe lors du vol en avion qui va le ramener au pays. Dans un monologue intérieur, il disserte sur ce qui fonde l'identité à travers la voix d'un ami qui s'appelle Roman, mais en français, si on lit Roman, on peut se dire qu'il y a quand même... C'est pas innocent. Et vous écrivez « Tout ce que nous avons détruit, tout ce que vous avez détruit, doit être immédiatement reconstruit, nous disent-ils. » Et là, suit tout un passage sur cette précipitation fanatique à reconstruire. Et c'est Serge Renko qui va nous en faire la lecture maintenant. Oui, un tout petit détail, le narrateur nous sommes dans les pensées du narrateur, et il est régulièrement, tout au long du texte, interrompu soit par le passager immédiatement à côté de lui dans le siège, et qui est particulièrement pénible, ou par une hôtesse ou un steward qui s'enquiert de ses éventuels besoins ou commandes. Voilà. C'est très exactement du jour au lendemain que nos plus illustres seigneurs de la guerre sont sortis blanchis de leurs crimes innommables, disait Roman. Pour ainsi dire peinards, et sans être embêtés le moins du monde et sans passer par la case prison, ils ont troqué leur ancien treillis maculé de sang
contre le costard respectable du ministre, très exactement du jour au lendemain. Lundi, ils étaient partis les mains pleines de sang chaud, et mardi, ils sont revenus fagoter comme des ministres. Le criminel de guerre et le ministre s'entendent tellement bien maintenant, disait Roman en allumant une cigarette, ils cohabitent si harmonieusement dans le même corps que rien ne nous permet de les distinguer. Les mêmes. On prend les mêmes et on recommence, et le crime n'a jamais eu lieu. Vous voulez un menu poisson ou volaille ? Bien entendu, disait Roman ce jour-là, bien entendu, ce sont ces mêmes criminels aujourd'hui ministres qui s'emploient le plus à casser les mémoires. Ce sont eux, il est vrai, rejoints par presque tout le monde, qui nous entonnent le plus bruyamment ce refrain hypnotique des compteurs qu'il conviendrait de remettre illico à zéro. Nous souhaitons plus que jamais, nous disent-ils, nous souhaitons plus que jamais remettre les compteurs à zéro et aller tous ensemble, main dans la main, de l'avant. Page blanche et pas de temps mort. Depuis que nous nous sommes confiés la responsabilité du pays, jamais nous n'avons rencontré période plus heureuse, nous disent-ils. Ne vous occupez donc de rien. Contentez-vous d'aller de l'avant, tous ensemble, massivement. C'est d'enthousiasme dont nous avons besoin aujourd'hui, d'enthousiasme et de bonne volonté. Nous devons rester soudés et emmagasiner un maximum de bonne volonté, disent-ils. Nous devons mobiliser toutes les énergies positives et nous diriger vers un unique objectif, aller de l'avant. Pas une seule voix ne doit se distinguer ou s'opposer ou s'élever. Les vrais criminels, nous dit-on, les vrais criminels sont précisément ceux qui ne s'enthousiasment pas assez pour l'avenir féerique que nous leur préparons. Ruminer ou s'immobiliser ou prendre 2-3 minutes de réflexion s'apparente, selon le discours officiel, à un crime contre toute l'histoire en cours, disait Roman, à une hérésie tout à fait impardonnable. On leur applique d'ailleurs à peu près le même tarif. Résiste, ne serait-ce qu'un court instant, à cet authentique terrorisme de l'enthousiasme, et te voilà en effet traité d'hérétique à abattre, d'ennemi désigné du rétablissement. La mémoire est aujourd'hui affiliée à un crime contre le rétablissement, disait Roman, et quiconque s'aventure à préserver quelques souvenirs de ce qui a réellement eu lieu recevra le traitement qui lui convient, le bûcher. Je vous apporte ça tout de suite. Tout ce que nous avons détruit, tout ce que vous avez détruit, doit être immédiatement reconstruit, nous disent-ils. Nous devons montrer au monde entier, et le monde entier nous regarde, n'est-ce pas, que nous n'avons pas cédé, que nous voulons tous ardemment, d'un même mouvement, comme un seul homme, tout oublier et tout reconstruire. Le monde entier doit absolument savoir que nous allons gommer les moindres ruines et les moindres vestiges et les moindres stigmates de cette guerre dont nous ne sommes pas responsables. Roman m'avait dit un soir où nous nous promenions au milieu des ruines du centre-ville, qui à l'époque regorgeait encore de ruelles impraticables et de bâtiments éventrés, il m'avait dit que pour qu'il ne subsiste rien de cette guerre dans les esprits, naturellement rien ne doit subsister dans l'architecture. Toute cette précipitation fanatique à reconstruire ne constitue au bout du compte que le pendant architectural d'une opération de refonte complète des mémoires, avait-il dit. Fiers, oui, nous sommes fiers de tout oublier et de tout mettre en chantier, nous disent-ils, mais nous sommes non moins fiers de ce que nous sommes, de notre passé et de nos traditions, notre histoire, nos racines, nos traditions. Le monde entier nous les envie, le monde entier les respecte. Notre sens de la fête, notre légendaire sens de l'hospitalité, notre sens inouï du commerce, notre aptitude pour les langues, oui, tout cela et bien plus doit être scrupuleusement préservé. Nous ne trahirons ni notre terre, ni nos ancêtres, ni notre identité. Mais vigilance, s'empresse-t-il d'ajouter, ne soyons pas figés pour autant. Nous allons, confiants en notre identité, envisager l'avenir avec sérénité et dès maintenant, tout gommer. Pas question de conserver les séquelles accommodantes de ces années en définitive dérisoires. Nous devons tout rebâtir et sans plus tarder. Notre pays, nos villes, nos campagnes sont donc dès à présent déclarées chantier national. Et il faut que le monde entier qui nous regarde sache que nous sommes un colossal chantier national.
Nous allons sans plus tarder tout mettre en chantier et reconstruire sur les lieux mêmes du crime, disait Roman. Des palaces, des centres commerciaux, des casinos et des bâtiments aussi prodigieux que démesurés. Tout doit être immédiatement reconstruit et en plus fastueux, nous disent-ils, en plus clinquant. Nous ne reculerons devant rien, c'est-à-dire devant absolument aucune ignominie, pour restaurer notre crédibilité aux yeux du monde entier. Et de même, nous ne lésinerons sur aucun moyen, nous disent-ils, pour aguicher le touriste, l'homme d'affaires, et pourquoi pas les artistes. Le touriste, l'homme d'affaires et pourquoi pas l'artiste ne doivent plus nous bouder. Voilà en quoi consiste le rétablissement qu'ils nous mijotent. Des palaces, avant tout des palaces, des terrains de golf et des casinos, et des centres de thalasso pour que le touriste ne nous boude plus. Le touriste nous a trop longtemps boudés, nous lui avons trop longtemps tourné le dos, nous l'avons pour ainsi dire connement déçu. Il nous faut donc impérativement le récupérer de toute urgence, avec du faste et du clinquant. Décimé mais fier, voilà comment Roman qualifiait ce peuple, décimé mais fier de tapiner et de rameuter, c'est le terme adéquat à nouveau du touriste. D'ailleurs, pour en mettre plein la vue aux touristes du monde entier, nous allons mettre le paquet et importer les plus grandes enseignes de la mode, du commerce et de l'industrie, nous prévient-on. Tant que nous serons vivants, nous dit-on, tant que nous serons vivants, eh bien nous ne serons pas à l'écart du mouvement de la mode. Notre pays, notre si beau pays, a toujours été au fait de la mode. Et notre pays, c'est une coquetterie dont nous ne sommes pas peu fiers. Notre pays s'est toujours bien habillé et il doit le rester, affirme-t-on un peu partout, y compris dans les couches les plus défavorisées de la population. Nous sommes prêts à importer les plus fastueux produits du monde pour ne pas rester à l'écart de ce qui se fait de mieux et de plus clinquant, quitte à en crever de faim. J'en connaissais un certain nombre de ces gens qui crevaient de faim sous leurs vêtements de marque ou qui habitaient à 12 dans des taudis insalubres tout en roulant en Mercedes. Il s'agissait là d'une conception assez singulière et pourtant très partagée de la dignité. On dormait à 5 dans des abris, sous une pluie de mortier, mais on dormait tout de même dans de belles berlines intérieures cuir. On manquait d'eau, de pain et de lait. On a été, comme on dit brutalement, renvoyé à un état d'animalité préhistorique, mais jamais au point d'en négliger notre accoutrement, notre coiffure et notre vernis à ongles. Je me souviens qu'au bout de 2 semaines de séjour ininterrompu dans les abris, l'essentiel n'était plus de survivre comme il se doit, mais d'afficher la voiture la plus luxueuse, la plus spacieuse et la plus clinquante qui soit, s'étonnait Roman. Si bien qu'au bout de 2 ou 3 semaines de compétition formidablement soutenue, on ne voyait plus que des bagnoles de luxe dans nos abris. Autrement dit, et c'est bien la moindre des choses, des bagnoles taillées pour un confort à la hauteur des circonstances. Même dans les heures les plus noires de notre histoire, nous disent-ils, même lorsque le monde s'était injustement désintéressé de nous, nous avons su rester bien habillés et bien fringants sous l'habitacle de nos berlines, bref, toujours dignes. Nous avons su, quelles que soient les circonstances et aussi funestes soient-ils, nous avons su mettre le paquet et sauver les apparences. Soyez donc rassurés, nous disent-ils, aussi longtemps que nous aurons la charge du pays, nous ne faillirons pas à cette lutte de tous les instants pour la sauvegarde des apparences. Tradition qui nous vaut l'admiration du monde entier. Nous sommes le trou du cul du monde peut-être, mais un trou du cul toujours impeccablement bien habillé. Voilà ce que je leur concédais volontiers, Roman, et que je leur concédais moi aussi. Puis-je vous débarrasser de votre plateau ? Un trou du cul, toujours impeccablement habillé, qui cherche par-dessus le marché à séduire, à accueillir et à rameuter de l'immense artiste mondialement respecté, disait Roman. Un rétablissement complet passe aussi par l'art et la culture. Voilà ce qu'ils aiment à affirmer dans leur discours officiel. Dès que la saison estivale approchait, Roman avait l'habitude de dire que le pays allait entrer tête la première dans une façon de transe artistique collective dont il ne se remettrait qu'après plusieurs mois de repos. Pour retrouver un semblant de civilisation, on doit se réconcilier avec l'art, nous disent-ils. On doit donc impérativement renouer nos relations privilégiées avec les artistes mondiaux de trempe internationale.
Nous avons longtemps développé une relation privilégiée avec les immenses artistes mondiaux. Il est grand temps qu'ils reviennent chanter aujourd'hui sur nos scènes. Nous devons donc non seulement les inciter à revenir chanter sur nos scènes, entendre à coups de millions, disent-ils, mais nous devons aussi les fidéliser le plus possible. Dans ce pays, un artiste international doit tout de même pouvoir se sentir chez lui, nous disent-ils. Nous devons donc lui montrer que notre légendaire sens de l'hospitalité demeure parfaitement intact. Et ils ont d'ailleurs si bien rempli cette mission que nous assistons positivement aujourd'hui à une sorte d'engorgement d'artistes mondiaux, internationalement respectés sur le territoire. En été, il n'est pas impossible de croiser des têtes célèbres un peu partout sur les plages, dans les boîtes de nuit ou dans des restaurants s'émerveiller romanes. Certaines de ces têtes célèbres se sentent même tellement chez elles ici qu'elles en arrivent à s'établir définitivement chez nous. Tu dois imaginer, je l'imaginais très mal à vrai dire, le degré de désespoir d'un artiste mondialement réputé pour qu'il décide effectivement de s'établir chez nous, dans ce trou du cul du monde, certes impeccablement bien habillé, mais sans doute indigne de son talent de classe mondiale. En même temps qu'un colossal chantier à l'échelle nationale, le pays devient donc en été un immense festival culturel permanent où viennent défiler à tour de rôle les plus grandes voix de la planète, les plus illustres musiciens d'Europe et les plus respectés artistes de classe internationale. Nous avons même dernièrement eu l'indicible honneur, nous continuons de l'avoir, de recevoir des mannequins mondialement respectés. Tous ces gens-là, tous ces somptueux artistes, hommes de culture et autres icônes de la mode qui nous gratifient de leur présence inestimable, participent, peut-être à leur insu, au recouvrement de notre crédit auprès de la communauté internationale, doit-on penser certainement. Lorsque le monde verra en effet que nous savons materner, à coups de millions, les plus grands artistes internationaux de classe mondiale, nous dit-on, lorsque le monde verra à quel point nous aimons les artistes, à quel point nous sommes sincèrement artistes dans l'âme nous-mêmes, eh bien ce monde-là ne pourra plus nous ignorer ou nous réprimander. Voilà le calcul lumineux qu'ils établissent. Oliver, quand on entend ce texte, on se dit que Beyrouth, c'est luxe obscène, main dans la main, avec pauvreté tout aussi obscène. En fait, ce texte s'en prend à une période quand même très particulière de l'histoire libanaise contemporaine, qui est l'immédiate après-guerre et l'espèce de projet pharaonique de reconstruction du centre-ville, dont l'objectif était quand même de redorer l'image du Liban à l'international pour attirer les investisseurs, notamment arabes, etc. Donc, en fait, ce qui m'avait énormément brutalisé à l'époque, c'est l'espèce de sommation à l'oubli qu'on voyait déjà du temps de la guerre. C'est-à-dire que les gens reconstruisaient pendant la guerre. Un immeuble s'effondre, on le reconstruit alors que la guerre n'était pas finie. Donc il y a une forme de vitalité là-dedans. Mais lorsque c'est organisé à l'échelle de tout un pays, j'avais l'impression quand même que c'était une façon de ne pas traiter le fond du problème, c'est les causes de la guerre, leurs conséquences, etc. Et de replâtrer tout ça avec un peu de luxe et dorure, quoi. Donc, et ça me paraît d'autant plus erroné et vraiment presque criminel comme attitude, c'est que il y a une phrase de Jung qui me plaît beaucoup, en fait, qui convient assez bien au Liban, où il dit en gros que tout ce qui n'affleure pas à la conscience revient sous la forme du destin. Donc en fait, tout ce qu'ils n'ont pas traité va leur revenir plus tard, et c'est ce qui explique en grande partie la raison pour laquelle c'est un pays si fataliste. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils participent d'une histoire, d'un processus historique qui les conduit à la perte,
et préfèrent rejeter ça sur le ciel ou une fatalité qui leur est extérieure en fait. Donc le fait de ne pas traiter de la mémoire, même si les mémoires individuelles sont très vives, aggrave ce problème en fait. Je suis persuadé que le sentiment de dépossession des habitants de Beyrouth dont parlait tout à l'heure est en partie lié à ça. Il y a cette phrase qu'on a entendue, enfin, engorgement d'artistes mondiaux, qui m'a fait penser à une phrase de Pierre Parlant dans Quarantina, qu'on a aussi entendue tout à l'heure, où Beyrouth est converti en un authentique drive-in pour cinéastes et romanciers. Et un peu avant, vous dites, Pierre, que cette ville est saturée de fiction. Alors Beyrouth, ville saturée de fiction, mais surtout, j'ai l'impression, pour vous trois, matière de fiction, matière brute de création littéraire. Dans Quarantina, Pierre, il est question de Beyrouth, certes, mais on voit aussi le texte se faire, se commenter lui-même, s'interroger. C'est aussi une interrogation sur l'écriture, une recherche sur la forme. Il y a différents usages typographiques qui vous permettent d'infléchir le sens, parfois de faire des ajouts visuels. Vous l'agrémentez de photos. Il y a un plan en coupe de la fameuse boîte de nuit B18. Et puis, vous découpez aussi votre texte presque en quartier, un peu comme le cadastre d'une ville. Vous bornez vos paragraphes par des débuts et des fins qui sont en lettres capitales et qui font que vos paragraphes sont comme des fragments. Et est-ce qu'on peut dire des fragments de la ville ? On pourrait dire que ce sont des fragments de la ville. En réalité, si on regarde, mais peu importe, hein, enfin, si on a sous les yeux les paragraphes en question, on pourra observer qu'ils commencent en effet en lettres capitales, puis le paragraphe se déroule, et puis ils se finissent en lettres capitales. Mais si on est un peu attentif et qu'on met bout à bout le début et la fin, c'est un vers. C'est un peu comme si on avait fait... C'est un peu comme si on avait écarté, comme on le fait sur un écran de tablette ou sur un écran de smartphone avec ses deux doigts. On écarte soudain quelque chose pour voir mieux, plus grand. Là, c'est un peu comme si on avait écarté un verre et que quelque chose apparaissait qui s'appelle du texte. Non, en réalité, l'usage des capitales, l'usage des minuscules, l'usage des appels de notes, c'est parce que très vite, je me suis rendu compte... D'abord, je ne suis pas romancier. Je ne sais pas. Je ne suis pas romancier et ça tombait très bien parce que évidemment, on a écrit et on écrit beaucoup de romans sur Beyrouth. Et moi, j'avais plutôt le projet d'écrire avec Beyrouth plutôt que sur, si bien que je n'allais pas raconter une histoire avec des personnages et puis une mise en intrigue qui serait celle d'un propos romanesque. Mais ce qui m'apparaissait tout de suite, c'était que dans Beyrouth, il n'y avait pas de possibilité d'avoir une sorte de continuité. Il y avait une simultanéité. Il y avait des temps très multiples qui venaient s'entrechoquer. Tous les temps de l'histoire. Il y avait des langues qui s'entrechoquaient en même temps. Il y avait des croyances qui s'entrechoquaient en même temps. Il y avait effectivement, comme on le disait cet après-midi, aussi bien le cri du muezzin, mais 100 mètres plus loin, la cloche de l'église. Enfin, il y avait toute une expérience très dense, très fatigante, très épuisante, très passionnante, très excitante, très inquiétante. Véritablement, c'est une ville où on est intranquille, mais pas au sens de... Enfin, une intranquillité qui est une intranquillité de puissance de vie, hein, et pas d'angoisse. Mais enfin, on est intranquille parce qu'il y a simultanément toutes sortes de choses en même temps. Alors, si on veut essayer de faire dire à la langue ce qu'elle n'a pas encore dit dans un lieu qu'on ne connaît pas, on est obligé d'avoir recours à des artifices qui sont par exemple ceux de l'encre sur du papier et de la typographie, puisqu'il s'agit de livres. Fadi Oliver, cette ville matière littéraire, ce n'est pas que le Beyrouth du présent,
C'est immanquablement aussi le Beyrouth du passé, de la guerre civile. Fadi Tofeili, vous partez sur les traces d'un cadavre dans un de vos textes, celui de votre ancien professeur Jamil El Safouri, qui a été enlevé au début de la guerre civile en 79 et assassiné, on ne sait pas très bien quand, mais dont le cadavre a été retrouvé 2 ans plus tard, en 81. Et vous partez dans le quartier de Zokak El Blat à la recherche du lieu où on aurait éventuellement retrouvé ce cadavre. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ce quartier de Beyrouth Ouest qui, je crois, déjà a eu plusieurs strates différentes de population. هيدا الحي هو من أوائل الأحياء السكن البيروتية اللي خلقت برات المدينة اللي كانت بقلب السور. Ce quartier est un des premiers quartiers qui ont été construits en dehors de la ville fortifiée. C'était en dehors de la fortification de la ville. المدينة كانت ضمن أسوار، بعدين بلشت تخلق حولها الأسوار ضواحي وتتحول لأحياء سكنية. Il y avait donc la ville fortifiée et après, au cours du 19e siècle, il commençait à avoir des banlieues ou des petits quartiers qui se construisaient à l'extérieur. زقاق البلاط هو من أول هالأحياء واللي كان بيميزه إنه كان يعني انفتح فيه أو تبلش فيه مراكز تربوية افتتحها المرسلون الأجانب بالقرن التاسع عشر. Et ce que distinguait ce quartier, Zokakloublat, à l'extérieur de la ville, c'est qu'il y avait beaucoup de centres d'éducation qui étaient construits par les missionnaires européens qui arrivaient au cours du 18e et 19e siècle. المرسلين الأوروبيين وأمريكان. Donc c'était essentiellement des Européens et des Américains. وكمان كان مركز لسكن الولاة العثمانيين واللي بيشتغلوا بالإدارة العثمانية، وأيضا سكن للأساتذة اللي بيشتغلوا بالمدارس والمراكز التربوية تبع المرسلين. Et c'était aussi le lieu d'habitation de gouvernance ottoman, des gouverneurs ottomans, et aussi tout ce qui travaillait dans le milieu éducatif dans ces centres, dans ce quartier. لأنه كمان كان قريب من السرايا العثماني اللي هو مركز الحكومة العثمانية. Et parce que aussi il était proche du siège du gouvernement ottoman à Beyrouth. بسنة 1840 لما صار في طبعا قبل 1840 بال 1830 صار في احتل المصريون بيروت بقيادة إبراهيم باشا. Au cours des années 40 du 19e siècle et avant, dans les années 30, lors de l'occupation égyptienne conduite par Brahim Bacha, le fils de Ali Bacha, le gouverneur d'Égypte de l'époque, donc ils ont occupé le Liban à un certain moment. وهيدا كان يعني فترة إبراهيم باشا يعني بال 1830 فترة كتير حيوية ببيروت لأنه وسع مرفق بيروت. Et ce moment, c'était un moment de vitalité à Beyrouth, ce moment de l'existence égyptienne dans les années 30 du 19e siècle, parce que essentiellement, on a beaucoup agrandi le port de Beyrouth. وكمان صار في يعني التسهيلات للحضور الغربي الأوروبي وللمرسلين إلى المدينة.
Et il y a eu aussi des facilités pour les missionnaires européens d'être présents dans la région. فبهالفترة ازدهر بلش يكبر حي زقلبلاط وبسنة 1840 لما القوى الغربية يعني أوروبا الأوروبية بهذاك الوقت رجعت يعني دعمت الأطراف اللبنانية للتمرد على الاحتلال المصري وطرد جيش المصريين. صار في شبه حرب أهلية صغيرة بجبل لبنان وصار في لاجئين اجوا على بيروت بال 1840 وسعوا حي زقلبلاط. En 1840, avec le soutien des forces européennes, donc on a aidé les forces libanaises à se révolter contre l'occupation égyptienne. Et suite à ça, il y avait une sorte de premier exode de montagne de Liban, parce qu'il y avait comme une petite guerre civile déjà à l'époque. Et il y avait eu des réfugiés qui sont venus s'installer dans ce quartier, ce qui a fait que le quartier s'est grandi. Je vais peut-être faire un petit bond dans le temps. C'est un quartier, il me semble, avant la guerre civile, accueillait des groupes minoritaires protestants et arméniens, si je me trompe pas. Et c'est un quartier qui a eu à subir les épurations confessionnelles de la guerre civile, et que l'enlèvement de Jamil El-Safouri fait partie de tout ça. صح. كان في مدارس حي زقلبلاط كان يعني في تجمع كبير للمدارس ومن هالمدارس كان في مدارس للأرمن ومدارس للبروتستانت مدارس للكنيسة المارونية ومدارس للإرساليات الكاثوليك ومدارس للإرساليات الفرنسية البعثات الفرنسية العلمية. Tout à fait. Donc il y avait beaucoup d'écoles dans ce quartier, des écoles pour les Arméniens, il y a des écoles françaises et pour les missionnaires. Et tout, donc le quartier était plein de ces gens-là. ف يعني كان بشكل حالة اختلاط استثنائية بمدينة بيروت. Donc c'était un quartier de mélange exceptionnel à Beyrouth. Vous dites que le corps déchiqueté de cet homme-là est pour vous, dans cette quête des lieux, est devenu la même du quartier. Et que les spectres habitent désormais le quartier. Il y a un côté très, très fantôme qui أنا هيك يعني هلا بفهمه. يعني أنا هذا الحي نشأت فيه وهيك قريت تحولاته يعني من خلال هالحدث اللي صار بسنة 1881. بلش هالحي يشهد تحولات كتير كبيرة ويعني أنا حللت هالتحولات وحاولت أقراها وألحقها. 81. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas par rapport à ce quartier. Moi j'ai grandi là-dedans et c'est comme ça aussi que je voyais les transformations que le quartier subit depuis, en tout cas depuis 1981. Je pense la date. Donc c'est la date où lorsqu'on a trouvé le cadavre de ce professeur. هو هذا التاريخ وقت الخطف المعلم والمبشر وخطف واختفى لمدة عدة أسابيع. بعدين لقوا جثته مشوهة في مكان ما بزقلبلاط. Donc ce professeur il était enlevé pendant des semaines et après on a trouvé son cadavre déjecté ou quelque part à Zaqlablat. Et c'est là où ça commence pour moi l'histoire. أنا ما بعرف وين لقوها وما اهتميت أعرف وين لقوها لأنه كان همي إنه أنا يعني
حاول أعمل يعني جولة بال وهمية وراها، ومش لأنه بدي أعرف وين، بس لأنه بدي شوف يعني شو صار بهالحي. Donc, moi, je sais pas en tout cas où ils l'ont trouvé et ça m'intéressait pas vraiment. Moi, ce que je voulais, faire comme une sorte de promenade imaginaire pour rencontrer le quartier, de le reconnaître encore une fois. Oliver, vous, longtemps, vous n'avez pas nommé le Liban, pas nommé Beyrouth, c'est le cas dans Défaut d'origine, mais aussi dans le livre suivant, dans Terrain vague, où c'est le monologue d'un ancien bourreau devenu victime de la reconstruction, et où finalement vous explorez l'immédiate après-guerre. Mais c'est un texte d'ailleurs que plein de gens pensaient plutôt à l'ex-Yougoslavie ou à Sarajevo, puisque vous ne nommiez pas le Liban. Vous ne le nommez pas non plus dans Un peuple en petit, ce texte à 3 voix, la voix de Bochum, enfin intitulé Bochum, personnage 2, et puis un journal en temps de guerre, à travers le regard d'un enfant. Et là, par les dates qui vont du 3 janvier 1979 au 5 février 1989, vous nous laissez un tout petit peu plus d'indices sur le fait que c'est le Liban. Il fallait traiter de ce passé à travers, dans Un peuple en petit, on voit bien les départs précipités, la descente aux abris, les barrages, les survols d'avions, les bombardements, les bruits de Kalachnikov, on y revient. Vous aviez besoin de traiter de ce passé pour pouvoir un jour réécrire sur le Beyrouth du présent? Je sais pas, je n'ai peut-être pas forcément envie de placer cette question-là sur le plan psychologique, quoi, du traitement du traumatisme ou par quoi. De l'écrivain. Voilà, bon, petite parenthèse, il y a quand même des gens qui ont trouvé à dire que ça se passait en Yougoslavie malgré les dates qui correspondent pas du tout au conflit yougoslave. Hein. Ce que j'ai cherché à faire dans Un peuple en petit et que je pense que je n'ai pas encore tout à fait épuisé, c'est de décrire la guerre sans... Dans ce qu'elle a de quotidien, c'est la façon dont elle... non pas forcément les batailles, les choses sanglantes et horribles, mais la façon plutôt dont elle se diffuse, dont elle se ramifie dans le muscle même du quotidien. Donc, et j'ai l'impression que c'est une façon de démystifier un petit peu ce que c'est que la guerre. Le problème de la guerre, c'est qu'elle charrie un romanesque presque immédiat, qui n'est pas, c'est pas forcément un romanesque glorieux, mais elle charrie ça. Et je considère que ce romanesque fait obstacle en fait à l'expérience ou au partage de l'expérience de la guerre. Donc mon souci, ça a été plutôt de raconter le surgissement de la violence dans un cadre ordinaire. Fadi parle dans son texte de mémoire première, née au sein d'un espace géographique chaotique, à laquelle s'est mêlé les restes du cadavre de Jami El Safouri. Vous, là, si je vous parle de mémoire première à laquelle s'est mêlée la violence de la guerre, vous allez me dire que c'est trop psychanalytique, Oliver, sur l'enfance? Oui. Encore une fois, c'est un sujet. Je veux dire, le sujet de la mémoire, c'est un sujet littéraire. C'est pas forcément c'est un sujet archéologique. Donc, m'intéresse presque, d'un point de vue phénoménologique, l'apparition de la violence. Surtout que la guerre, en fait, autorise des apparitions extrêmement bizarres. Dans le livre sur lequel je travaille en ce moment, je parle d'un fou qui est apparu dans Beyrouth en 81-82. Je ne sais pas si ceux qui habitaient le quartier de l'université américaine s'en souviennent. C'était un type qui est apparu comme ça du jour au lendemain, déguisé un petit peu en mi-clodo, mi-sioux, et qui est resté là dans la population pendant plusieurs mois. Et en fait,
au moment où l'armée israélienne a envahi le Liban et a fini par rentrer dans Beyrouth, la légende dit que ce type était un colonel des renseignements israéliens. Et donc, il n'y a évidemment absolument aucun moyen de certifier ce fait-là, mais peu importe, parce que ça a nourri les comportements par la suite. C'est-à-dire que c'est ce qui a contribué après à homogénéiser le quartier. C'est-à-dire, dès qu'il y avait des types un tout petit peu bizarres, ben, on est devenu extrêmement attentif aux intrus, aux clochards et ainsi de suite. Donc la guerre se joue pas forcément dans le sang et dans le fracas des bombes, mais aussi dans des phénomènes plus ordinaires, quoi. Je vais laisser le mot de la fin à Pierre Parlant. Pierre, pour vous aussi, impossible de faire un texte avec le personnage Beyrouth présent, sans évoquer les strates de l'histoire. On l'a entendu tout à l'heure, vous évoquez Genet à Châtilla en 82. Et puis évidemment, le titre de votre livre, le quartier de Carantina, la quarantaine. Vous nous parlez un peu du pourquoi ce titre et ce que c'est que ce quartier? C'est une question toujours très délicate, la question du titre d'un livre. Il y a un poète contemporain qui s'appelle Dominique Fourcade et qui avait un jour déclaré cette chose que j'avais trouvée extrêmement simple et très très suggestive. Il dit qu'au fond, le titre d'un livre, c'est un peu comme le nom propre de quelqu'un. Donc il faut faire attention quand on nomme quelqu'un. Et ce titre-là, Carantina, n'est pas du tout, n'est pas venu immédiatement. Il a vraiment fallu beaucoup de temps. Quand j'étais à Beyrouth, parmi les derniers jours, il y a eu un festival de poésie qui avait été organisé par la Maison des Écrivains. J'ai fait une lecture du travail en cours et quelqu'un m'a demandé comment ça s'appelait et j'étais absolument incapable de dire le titre du livre. Le titre est venu bien après. Et alors ce qui m'est apparu avec une espèce un caractère un petit peu coupant, c'était que effectivement, mais je n'y avais pas pensé avant, je suis resté 40 jours à Beyrouth, effectivement. Effectivement, il y a un quartier de Beyrouth qui s'appelle Carantina, qui est le quartier où une quarantaine avait été organisée au moment, sauf erreur, où ont été accueillis les exilés d'Arménie en 1915. Voilà, juste après le génocide, donc des Arméniens sont arrivés là et on les a mis en quarantaine. Et puis ce quartier de Carantina est devenu camp de réfugiés, bidonville, lieu de massacre. Et puis aujourd'hui, c'est une espèce de territoire assez ordinaire et assez banal, à ceci près que s'y trouve une boîte de nuit, au lieu même du charnier, boîte de nuit qui a été conçue, construite et pensée de manière délibérée par Bernard Houry, qui est enterré dans le sol. Et le titre de ce texte m'est apparu évidemment de manière c'était presque hallucinatoire. 40 jours, Carantina, la quarantaine, voilà. Merci beaucoup et je crois que si je ne veux pas finir en quarantaine, il faut que je stoppe le débat puisqu'on est arrivé au bout de l'heure et demie. Immense merci à Fadi Tofeili et à Georges pour nous avoir permis d'échanger. Pierre Parlant, Oliver Roheux, merci infiniment. Tous les livres dont on a parlé sont sur la table du libraire. La revue Portal 9, magnifique objet, je le redis. Lisez, lisez, lisez et à demain.